Le grattement d'une plume a brisé 3 ans de mariage d'un seul trait. Il n'a même pas lu le parchemin, mais en attrapant la lettre scellée suivante sur son bureau en acajou, ses yeux se sont fixés sur un nom impossible, et le sang a instantanément quitté son visage. Le martèlement incessant de la pluie d'octobre contre les hautes fenêtres de la maison de Grosvenor Square semblait refléter l'atmosphère lourde et suffocante du bureau privé du duc de Rothesay. Nous sommes en 1816, une époque où Londres est encore ivre de la victoire de Waterloo, et la haute société danse sous les lustres scintillants de Carlton House. Mais dans cette pièce, baignée par la lueur sombre d'un feu de cheminée, il n'y avait aucune célébration. Il n'y avait que la dissolution froide et mécanique d'un vœu sacré. Nathaniel Harrington, le 7e duc de Rothesay, était assis, raide, derrière son immense bureau en acajou. Ses traits, habituellement décrits par les dames comme remarquablement beaux et impérieux, étaient figés dans un masque de pierre impénétrable. Ses cheveux sombres, impeccablement coiffés à la Brutus, un style très apprécié dans le cercle du prince régent, reflétaient la lumière du feu, mais ses yeux gris étaient totalement dépourvus de chaleur. Il tenait une plume à pointe d'argent suspendue au-dessus d'une épaisse feuille de parchemin juridique. De l'autre côté du bureau se tenait M. Josiah Crawford, un avocat de premier ordre et des plus discrets. Un homme dont la carrière s'était bâtie en étouffant les scandales de l'aristocratie britannique. Crawford bougea, mal à l'aise. La laine coûteuse de son manteau sombre bruissait dans le silence étouffant. Il avait préparé les articles de séparation et d'annulation, un document juridique labyrinthique qui exigeait des sommes d'argent colossales et la corruption discrète des tribunaux ecclésiastiques, mettant ainsi fin au mariage du duc avec Clara Harrington, la duchesse de Rothesay. « Votre grâce », commença Crawford d'une voix basse et rauque, « si je puis me permettre d'intervenir avant que l'encre ne soit posée. Une fois que votre signature ornera le bas de cette page, les documents seront envoyés directement à Doctors' Commons. Étant donné les motifs d'annulation sans précédent que nous invoquons, inverser le processus sera pratiquement impossible sans attirer l'examen complet et sans phare de la Chambre des Lords. Je ne vous ai pas engagé pour conseiller ma conscience, Crawford, répondit Nathaniel. Sa voix était un filet glacial et aristocratique qui n'admettait aucune discussion. Je vous ai engagé pour m'assurer qu'à la fin de ce trimestre, je sois légalement détaché d'une femme qui s'est montrée totalement inapte à porter le titre de duchesse. Crawford déglutit difficilement, ses yeux tombant brièvement sur le sol. Comme vous le souhaitez, votre grâce. Je sentais seulement qu'il était de mon devoir de vous le rappeler. La famille de Lady Clara, bien que totalement absente de la société londonienne depuis le décès de son père, impose toujours un respect considérable dans les comtés du Nord. La mâchoire de Nathaniel se crispa. La mention du nom de Clara envoya une étincelle volatile dans sa poitrine, un cocktail exaspérant de ressentiment et d'une douleur fantôme persistante. Leur mariage, forgé 3 ans plus tôt, avait été une alliance de pedigrees sans précédent. Clara, une diamant de la plus belle eau, possédait une grâce calme et stoïque qui l'avait d'abord captivée, mais les couloirs de Rothesay Hall étaient restés désespérément silencieux. 3 ans et aucun héritier. 3 ans de chuchotement derrière les éventails dans les salons de Mayfair. En tant que père Tory influent, proche du Premier ministre Lord Liverpool, Nathaniel avait besoin d'un héritier pour sécuriser son vaste empire politique et financier. Au lieu d'un héritier, Clara lui avait donné des silences mélancoliques. Elle s'était retirée de la société éblouissante dans laquelle il s'épanouissait, préférant l'isolement de leur domaine du Yorkshire, le laissant seul pour naviguer dans les eaux politiques dangereuses de Londres. Et dans ce vide était entrée Lady Isabella Fairmont. Isabella était tout ce que Clara n'était pas. Vive, calculatrice, incroyablement riche et farouchement ambitieuse. C'est Isabella qui avait la première planté les graines du doute dans l'esprit de Nathaniel, lui chuchotant des mots de sympathie à l'oreille lors du bal de la victoire de Lord Wellington. Elle avait suggéré, avec une expertise délicate, que la fragilité physique de Clara était une tromperie délibérée, une tare héréditaire connue, que sa famille avait cachée avant la signature des contrats de mariage. Poussé par la pression dynastique et un orgueil blessé, Nathaniel avait laissé le poison mielleux d'Isabella façonner sa résolution. Il avait banni Clara dans les confins du Yorkshire et avait ordonné à Crawford de trouver un moyen légal de l'effacer entièrement de sa vie. L'affaire est réglée,
dit froidement Nathaniel, chassant de son esprit le souvenir du visage de Clara, digne bien que baignée de larmes, le matin où elle était montée dans la voiture, exilée de sa vie. La duchesse a accepté l'arrangement. Elle accepte la pension annuelle de 5000 livres et renonce à toutes ses prétentions sur les domaines de Rothsay. Elle n'a offert aucune défense contre le procès ecclésiastique. Sa grâce a été extraordinairement conciliante. Oui, murmura Crawford, peut-être un peu trop doucement. Il y avait une note de tristesse sincère dans la voix du vieil avocat. Elle a signé les papiers préliminaires sans une seule demande de modification. Elle a seulement demandé. Crawford hésita. Les yeux de Nathaniel se levèrent brusquement. Demandez quoi? Elle a seulement demandé que vous n'essayiez plus de la contacter. En aucune circonstance. Votre grâce. Une piqûre vive et inattendue éclata dans la poitrine de Nathaniel, mais il l'étouffa rapidement sous des couches de fierté patricienne. Bien, pensa-t-il. Elle sait qu'elle m'a déçu. Sans un mot de plus, Nathaniel trempa la lourde plume d'argent dans l'encrier de cristal. Le son du grattement remplit la pièce, aussi fort que le tonnerre dans le silence tendu. Nathaniel Edward Harrington, duc de Rothsay. Il écrivit son nom avec des fioritures vives et agressives, sans prendre la peine de lire les paragraphes de l'élégant texte juridique qui dissolvait ses vœux. Il signa le 2e exemplaire, puis le 3e. Il jeta la plume sur le buvard. C'était fait. Il était un homme libre. Libre d'épouser Isabella. Libre de sécuriser son héritage. Crawford s'avança, pressant méticuleusement un lourd buvard en laiton sur l'encre humide. L'avocat plia ensuite les épais parchemins, les glissant dans un portefeuille en cuir, avec la révérence d'un croque-mort fermant un cercueil. « Je vais les porter immédiatement au registraire ecclésiastique, votre grâce, » dit Crawford, en s'inclinant profondément. « Vous recevrez le décret final scellé avant la fin de la semaine. » Nathaniel hocha simplement la tête, tournant son regard vers le feu crépitant dans l'âtre. « Raccompagnez-vous, Crawford. Je ne souhaite pas être dérangé pour le reste de la matinée. » Alors que les lourdes portes en chêne du bureau se refermaient derrière l'avocat, Nathaniel laissa échapper un long soupir. Il se dirigea vers la carafe en cristal posée sur une table d'appoint et se versa une généreuse mesure de brandy français. Il en but une longue gorgée, s'attendant à ce que la brûlure du liquide ambré suscite un sentiment de triomphe ou de soulagement. Au lieu de cela, il avait un goût de cendre. Le silence dans le grand bureau était absolu, rompu seulement par le tic-tac rythmé de l'horloge en acajou dans le coin, et par l'assaut incessant de la pluie d'automne contre les vitres. Nathaniel se tenait près de la fenêtre, le verre de brandy à moitié vide se réchauffant dans sa main. Il regardait les pavés luisants de Grosvenor Square, observant la voiture noire de M. Josiah Crawford disparaître dans le brouillard gris de Londres. L'acte était accompli. D'ici la tombée de la nuit, les tribunaux ecclésiastiques commenceraient à traiter l'annulation. Les chuchotements au White's Club se transformeraient en rumeurs assourdissantes. Mais cela passerait. Cela passait toujours. Dans un mois, il annoncerait officiellement sa cour à Lady Isabella Fairmont. Au printemps, il aurait une nouvelle épouse. Et peu après, la lignée des Harrington serait assurée. C'était un plan parfait, logique. Pourtant, alors qu'il se retournait vers la pièce caverneuse, un sentiment de terreur profond et inexplicable s'installa au creux de sa colonne vertébrale. Séquant cette absurde mélancolie, Nathaniel retourna à son bureau. À côté de l'espace vide où se trouvait le parchemin de divorce, il y avait le courrier du matin, une pile de lettres bien rangées sur un plateau d'argent, intacte. Il avait besoin d'une distraction pour échapper au lourd silence de la maison. Posant son verre, il commença à trier la correspondance. Il y avait une invitation à un souper, une longue lettre obséquieuse d'un jeune membre de la Chambre des communes, une facture de son tailleur de Savile Row. Il les jeta de côté avec une irritation croissante. Puis, au bas de la pile, ses doigts effleurèrent une enveloppe épaisse et lourde en vélin crème. Nathaniel s'arrêta. L'enveloppe était inhabituellement lourde et ne portait aucun timbre de la poste. Elle avait été livrée par un coursier privé. Il la retourna. Pressé dans la cire pourpre, il y avait un blason qu'il reconnut instantanément. Un blason qui commandait une autorité absolue dans les échelons médicaux du royaume. Le serpent et le bâton, bordés par les armoiries royales. C'était le sceau personnel du docteur Matthew Bailey, le médecin le plus éminent d'Angleterre. L'homme qui soignait régulièrement le roi George III et la famille royale à Windsor. Fronçant les sourcils,
Nathaniel prit un coupe-papier au manche d'ivoire. Pourquoi le docteur Bailey lui écrirait-il? Il n'avait pas consulté le médecin royal depuis des années. Pas depuis la dernière maladie de son père. D'un geste rapide et précis, il trancha le lourd vélin et en sortit une lettre pliée, ainsi qu'un deuxième document, plus petit, qui tomba sur le bureau en acajou. Nathaniel déplia le parchemin épais de la lettre principale. L'écriture était précise, clinique et urgente. À sa grâce, le duc de Rothesay. C'est avec le cœur lourd et un profond sens du devoir moral que je vous écris aujourd'hui. J'ai longtemps délibéré sur l'éthique de briser la stricte confidentialité d'une patiente, mais la gravité de la vérité m'oblige à désobéir aux ordres directs de sa grâce. Les événements qui se déroulent dans votre maison sont d'une nature si sinistre que mon silence ferait de moi un complice de la tragédie. Le front de Nathaniel se plissa dans une confusion totale. Les ordres directs de sa grâce, Clara? Il continua à lire, ses yeux parcourant l'encre à une vitesse croissante. Il y a 6 mois, sa grâce, la duchesse de Rothesay, est venue à ma clinique privée au cœur de la nuit. Elle était gravement sous-alimentée, terrifiée et souffrait de crampes abdominales aiguës. Après examen, j'ai découvert 2 faits indéniables. Premièrement, sa grâce était alors enceinte de 3 mois. Le souffle quitta les poumons de Nathaniel. Le bureau sembla basculer violemment sur son axe. Enceinte? Clara était enceinte? Il agrippa les bords de la lettre, ses jointures devenant blanches comme l'os. Il força ses yeux à lire le paragraphe terrifiant suivant. Deuxièmement, et bien plus horrible, j'ai découvert la cause de sa détresse. Après avoir analysé les restes d'un tonique qu'elle avait apporté, un tonique que Lady Isabella Fairmont lui fournissait quotidiennement pour apaiser ses nerfs, j'ai découvert qu'il était fortement lassé de Montepouliot et de traces d'arsenic. C'était un abortif grossier mais très efficace. Quelqu'un, votre grâce, tentait méthodiquement d'assassiner votre enfant à naître et d'empoisonner lentement votre femme. Non, murmura Nathaniel, le mot s'arrachant de sa gorge comme une blessure physique. Non, c'est impossible. Son esprit s'emballa, se heurtant à des souvenirs. Isabella, toujours à Rothesay House, toujours à Rodé, tendant toujours une tasse de thé à Clara, avec un sourire compatissant. Buvez ceci, très chère Clara. Cela calmera votre constitution fragile. Il avait loué Isabella pour sa gentillesse. Il l'avait remerciée de s'occuper de sa femme maladive. Dieu du ciel. Les mains de Nathaniel tremblaient si violemment que le parchemin cliquetait. Il lut les dernières lignes de la lettre du docteur Bailey. Craignant pour sa vie et celle de votre héritier, la duchesse m'a fait jurer le secret absolu et s'est enfuie dans le Yorkshire pour se cacher. Elle a refusé de vous le dire, convaincue par les machinations de Lady Isabella que vous étiez complice et que vous lui prendriez l'enfant s'il survivait. Je vous écris maintenant parce que j'ai reçu hier des nouvelles du Yorkshire. Sa grâce a survécu à un accouchement prématuré, éprouvant. La vision de Nathaniel se brouilla. Une sueur froide perla sur son front. Il laissa tomber la lettre du médecin et se jeta sur le plus petit document qui était tombé sur le bureau. C'était un certificat de naissance, signé par le vicaire de la paroisse locale et l'assistant du docteur Bailey. Nathaniel fixa le nom écrit à l'encre noire et grasse. Il ne se contenta pas de le lire. Les lettres semblaient se graver directement dans son âme. Un nom sur la lettre le rendit blême. Alexander Nathaniel Harrington, marquis d'Ashbourne, né de Clara Harrington, duchesse de Rothesay. Un fils. Il avait un fils. Un héritier vivant. La pièce tourna. Le brandy se révolta violemment dans son estomac. Tout ce qu'Isabella lui avait dit, que Clara était stérile, hystérique, infidèle, était un mensonge calculé et meurtrier. Clara n'avait pas fui parce qu'elle le détestait. Elle avait fui dans l'isolement glacial du Yorkshire pour protéger leur fils d'une meurtrière. Et elle avait accepté le divorce sans se battre, parce qu'elle croyait que Nathaniel les voulait morts. Et que venait-il de faire? Une fois que votre signature ornera le bas de cette page, les documents seront envoyés directement à Doctors' Commons. La voix de Crawford résonna dans son esprit comme le glas d'une cloche funèbre. En signant ces papiers, il venait de dissoudre légalement son mariage. Il venait de déclarer son propre fils légitime, nouveau-né, bâtard aux yeux de la loi, le privant de son titre, de son héritage et de sa protection. Il avait offert la victoire à la femme qui avait tenté d'assassiner sa famille. Crawford, rugit Nathaniel, le son déchirant la maison silencieuse comme un coup de canon. Il n'attendit pas un valet de pied. Il ne sonna pas de cloche.
Nathaniel sauta par-dessus le bureau en acajou, éparpillant la pile de journaux sur le tapis persan. Il ouvrit les lourdes portes en chêne de son bureau, se précipitant dans le hall en marbre. « Mon cheval! Amenez mon cheval immédiatement !» hurla-t-il à un valet terrifié. Il devait atteindre Doctors' Commons. Il devait arrêter Crawford avant que le seau de cire ne soit brisé. Si cette annulation était enregistrée, il perdrait Clara et son fils pour toujours. L'énorme étalon noir, Midnight, déchira les rues détrempées de Mayfair, ses sabots ferrés frappant des étincelles contre les pavés glissants. Nathaniel se pencha bas sur l'encolure du cheval, ignorant la pluie glaciale qui plaquait ses cheveux sur son crâne et trempait sa chemise de lin immaculée. Il n'avait pas attendu pour prendre un manteau. Il n'avait pas attendu pour un chapeau. Il chevauchait avec le désespoir téméraire et terrifiant d'un homme qui réalise qu'il est sur le point d'exécuter sa propre âme. Les piétons se dispersèrent avec des cris terrifiés alors que le duc de Rothesay passait en trombe. Une lourde charrette de brasseurs menaça de lui bloquer le passage. Nathaniel ne tira pas sur les rênes. Au lieu de cela, il enfonça férocement ses éperons d'argent dans les flancs de l'étalon. La magnifique bête bondit, franchissant les lourds traits de bois de quelques centimètres, atterrissant lourdement mais en toute sécurité de l'autre côté avant de foncer vers la cathédrale Saint-Paul. Chaque seconde qui passait était un coup de marteau sur la conscience de Nathaniel. Doctors' Commons, le tribunal ecclésiastique labyrinthique où les mariages étaient légalement brisés, se cachait dans les ruelles étroites, au sud de la grande cathédrale. Monsieur Josiah Crawford avait 20 minutes d'avance dans une voiture rapide. Si Crawford atteignait le registraire, Monsieur Reginald Abernathy, et remettait le vélin signé et scellé, l'annulation serait enregistrée dans les registres légaux du royaume. L'annulé nécessiterait un acte du Parlement, un spectacle public exténuant qui traînerait le nom de Clara dans la boue la plus vile des feuilles de scandale de Londres, et marquerait à jamais son fils nouveau-né comme un bâtard. « Plus vite !» cria Nathaniel, le vent lui arrachant le mot des lèvres. Alors qu'il faisait tourner l'étalon épuisé dans la rue étroite et sombre de Knightrider, le cœur de Nathaniel se serra. Là, garé précairement devant la lourde porte voûtée du registre, se trouvait la voiture noire de Crawford. Le cocher ajustait nonchalamment les harnais. Nathaniel ne prit pas la peine d'arrêter le cheval. Il sauta de la selle alors que Midnight était encore en mouvement, heurtant les pavés mouillés avec un impact violent. Il trébucha, retrouva son équilibre contre un lampadaire à gaz et se jeta vers les lourdes portes en chêne du registre. Il fit irruption dans le hall voûté et faiblement éclairé. L'air sentait la laine humide, la poussière ancienne et la cire à cacheter fondue. Des greffiers en col haut et rigide levèrent les yeux, choqués par l'intrusion d'un noble trempé, et aux yeux fous. Au fond du long hall, debout devant une estrade en bois surélevé, se tenait Josiah Crawford. L'avocat avait débouclé son portefeuille en cuir. Il tendait l'épais parchemin de l'annulation à un greffier ridé, mais Crawford n'était pas seul. À ses côtés, drapée dans une élégante pelisse de velours émeraude, se tenait Lady Isabella Fairmont. Le sang de Nathaniel se glaça, puis se mit à bouillir. Que faisait-elle ici? La réponse le frappa avec une clarté écœurante. Isabella était si paranoïaque, si investie dans son plan meurtrier, qu'elle était venue assister personnellement à la destruction finale de la vie de Clara. Elle avait besoin de voir les papiers déposés de ses propres yeux. « Crawford !» rugit Nathaniel. Le son résonna violemment contre le plafond voûté en pierre. L'avocat se retourna, les yeux écarquillés d'horreur en voyant le duc, trempé et rayonnant d'une fureur absolue. Isabella allaita, sa main gantée volant à sa gorge, ses lèvres parfaitement peintes s'entr'ouvrant de choc. Nathaniel traversa le hall à grandes enjambées prédatrices. Avant que le registraire ne puisse comprendre ce qui se passait, Nathaniel se jeta en avant et arracha le lourd parchemin des mains de Crawford. « Votre grâce » balbutia Crawford en reculant. « Que signifie ceci? L'encre est à peine sèche. » Sans s'arrêter, Nathaniel saisit le haut du lourd document juridique et le déchira violemment en deux. Le son aigu de la déchirure résonna comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Il empila les moitiés et les déchira encore et encore, jusqu'à ce que les articles de séparation ne soient plus qu'une poignée de confettis illisibles. Il jeta les morceaux directement dans la cheminée à côté du bureau du registraire, regardant les flammes consumer les mensonges. « La signification, Crawford, » dit Nathaniel, sa voix tombant à un murmure bas et mortel qui porta clairement à travers la pièce.
et que mon mariage reste entièrement intact. Il n'y aura pas d'annulation. Pas aujourd'hui. Jamais. Isabella retrouva son sang-froid, s'avançant avec un masque d'inquiétude innocente parfaitement maîtrisé. Nathaniel, très cher, qu'y a-t-il? Êtes-vous malade? Vous êtes trempé jusqu'aux os. Ce comportement erratique, est-ce le stress de cette misérable femme qui vous pousse à la folie? Nathaniel se tourna lentement pour lui faire face. La haine pure dans ses yeux gris fit reculer Isabella. La belle façade étincelante qu'elle avait portée pendant des mois lui parut soudain comme le masque peint d'un démon. « Ne prononcez plus jamais le nom de ma femme, » dit Nathaniel, chaque mot étant une menace distincte. Il fouilla dans son gilet trempé et en sortit lentement la lettre froissée et tachée d'eau du docteur Matthew Bailey. Il la leva pour qu'elle puisse voir le blason royal pressé dans la cire. Les yeux émeraudes d'Isabella se posèrent sur le sceau, et pour la première fois, une terreur authentique et non filtrée perça son masque parfait. Toute couleur quitta ses joues, la laissant avec un air maladif et tiré. « Je sais ce que vous avez fait, Isabella, » murmura Nathaniel, s'approchant si près qu'elle fut acculée contre les bancs en bois. « Je sais pour la menthe Pouliot. Je sais pour l'arsenic. Je sais pourquoi Clara s'est enfuie. Vous avez essayé d'assassiner ma duchesse, et vous avez essayé d'assassiner mon fils. » Crawford haleta bruyamment, laissant tomber son portefeuille en cuir vide sur le sol en pierre. Les greffiers dans la pièce tombèrent dans un silence stupéfait et absolu. Le souffle d'Isabella se coupa. « C'est un mensonge ignoble. C'est une invention d'une femme hystérique qui essaie de me ruiner. C'est le témoignage médical sous serment du propre médecin du roi, » gronda Nathaniel en se penchant plus près. « Si vous êtes encore à Londres à la tombée de la nuit, Isabella, j'apporterai cette lettre directement à Bow Street. Je vous ferai traîner hors de votre maison en fer, et je vous regarderai personnellement pendre à Newgate pour tentative de meurtre. Vous disparaîtrez de la société. Me comprenez-vous? » Isabella tremblait, sa pelisse de velours secouée de frissons. Elle regarda frénétiquement autour d'elle, mais ne trouva aucun allié. Elle rassembla ses jupes et s'enfuit vers les portes, disparaissant sous la pluie torrentielle, sans un seul regard en arrière. Nathaniel se tourna vers l'avocat stupéfait. « Crawford, faites venir ma voiture de voyage la plus rapide. Faites-la approvisionner pour un long voyage vers le nord. Je pars pour le Yorkshire dans l'heure. » Le voyage vers le Yorkshire fut un cauchemar éreintant et glacial. L'hiver arrivait tôt dans le nord, transformant les routes de campagne en rivières de boue glacée et ensevelissant les vastes landes sous une couverture de givre gris. Nathaniel ne s'arrêta pas pour dormir. Il changea de chevaux à chaque relais de poste, soudoyant les postillons avec des sommes d'or exorbitantes pour qu'ils conduisent pendant les heures les plus sombres de la nuit. Son corps était endolori, ses vêtements étaient couverts de poussière de voyage et de pluie séchée, et son esprit était une boucle tourmentée de culpabilité et de terreur. Il avait un fils, Alexander, un garçon qu'il n'avait jamais tenu, jamais vu, jamais protégé. Et il y avait Clara, sa duchesse calme et stoïque, qui avait enduré la douleur atroce du poison et la terreur de l'isolement, uniquement pour sauver leur enfant, d'un homme qu'elle croyait les vouloir morts. Le soir du 4e jour, la voiture épuisée arriva enfin devant Oakhaven, une maison douairière isolée située au bord des domaines de Rothsay. C'était une structure de pierre sinistre et imposante, battue par des siècles de vent hurlant des Landes. Il n'y avait pas de grand lustre ici, pas de jardin manucuré, juste de la pierre, de la fumée et de l'isolement. Nathaniel ouvrit la portière de la voiture avant que les roues ne se soient complètement arrêtées. Il monta les marches de pierre et frappa du poing ganté contre la lourde porte en chêne. Elle s'ouvrit pour révéler Madame Gable, la gouvernante formidable et farouchement loyale qui avait accompagné Clara en exil. Elle tenait un candélabre vacillant, projetant de longues ombres dansantes sur son visage profondément ridé. Quand elle vit le duc sur le seuil, malmené, meurtri et frénétique, son expression se durcit en un granit impénétrable. « Votre grâce », dit-elle froidement, sans bouger pour le laisser passer. « Vous n'êtes pas attendu, et franchement, vous n'êtes pas le bienvenu. Écartez-vous, Madame Gable, » ordonna Nathaniel, la voix rauque à cause de l'air glacial et de l'épuisement. « Je suis ici pour ma femme et mon fils. » Les yeux de Madame Gable brillèrent d'une protection féroce. Sa grâce se repose. Elle est fragile, et elle a assez souffert des mains de la noblesse de Londres. Je ne vous laisserai pas la tourmenter. J'ai dit, écartez-vous, répéta Nathaniel,
sa voix se brisant avec une vulnérabilité désespérée qu'il n'avait jamais montrée à un domestique. « S'il vous plaît, je sais tout. Je sais pour Isabella. Je sais pour le poison. Je sais pourquoi elle s'est enfuie. » La gouvernante hésita, scrutant ses yeux désolés et suppliants. Lentement, à contre-cœur, elle abaissa la bougie et recula dans le couloir sombre. « Elle est dans le salon Est, votre grâce, près du feu. Marchez doucement, je vous en supplie. Si vous lui faites du mal, duc ou non, je vous prendrai un couteau de cuisine. » Nathaniel ne répondit pas. Il enleva ses gants trempés et son lourd manteau de voyage, les laissant tomber sur le sol en pierre. Il marcha dans le couloir, ses bottes résonnant terriblement dans la maison silencieuse. Il s'arrêta devant la lourde porte en chêne du salon Est. Sa main tremblait en attrapant la poignée en laiton. Lui, un homme qui avait affronté le Premier ministre et la Chambre des Lords sans ciller, était terrifié d'ouvrir cette porte. Il tourna la poignée et la poussa. La pièce était surchauffée, chauffée par un immense feu de cheminée qui jetait une lueur dorée et chaleureuse sur les meubles usés. Assise dans un fauteuil à haut dossier près des flammes, se trouvait Clara. La vue de sa personne coupa littéralement le souffle de Nathaniel. Elle était terriblement mince, sa peau habituellement lumineuse, pâle et presque translucide. Ses cheveux sombres tombaient en vagues lâches et non coiffés sur ses épaules. Mais ce n'était pas sa fragilité qui le cloua sur place. C'était ce qu'elle tenait. Serré contre sa poitrine, enveloppé dans un épais châle de laine, se trouvait un minuscule bébé endormi. Au son de la porte qui s'ouvrait, Clara tourna la tête. Quand elle vit Nathaniel dans l'embrasure de la porte, la terreur absolue s'empara de ses traits. Se recroquevillant dans le fauteuil, enroulant entièrement son corps sur le bébé pour le protéger. « Non, murmura-t-elle, la voix tremblante, frénétique. « Non, vous ne pouvez pas la voir. Les papiers ont été signés. Crawford me l'a promis. Je vous ai donné le divorce. Je vous ai donné les domaines. Laissez-nous tranquilles, vous l'aviez promis. » La panique brute dans sa voix brisa complètement Nathaniel. L'armure aristocratique qu'il avait portée toute sa vie vola en 1000 morceaux inutiles. Il traversa la pièce et tomba lourdement à genoux sur le tapis usé, juste au bord de sa simple robe de laine. Clara tressaillit violemment, tournant son épaule pour le bloquer, sa respiration courte et rapide. « S'il vous plaît, Nathaniel. Elle a gagné. Isabella a gagné. Laissez-moi garder mon bébé. Je ne réclamerai jamais le titre. Je le jure sur ma vie. Clara, Clara, regarde-moi, supplia Nathaniel, la voix brisée. Des larmes, chaudes et incontrôlables, coulèrent sur ses cils et tracèrent des sillons dans la crasse de ses joues. Il tendit une main tremblante, s'arrêtant à quelques centimètres de son genou, craignant de la toucher. « Les papiers sont brûlés. Je les ai détruits. » Clara se figea, ses grands yeux terrifiés se posant sur son visage. Elle vit les larmes. Elle vit la dévastation absolue. « Brûlés » murmura-t-elle. Avec des mains tremblantes, Nathaniel sortit de sa poche la lettre froissée du docteur Bailey. Il la posa doucement sur ses genoux, à côté de la forme endormie de son fils. « Bailey m'a écrit » s'étrangla Nathaniel, la culpabilité lui griffant la gorge comme une bête physique. Il m'a parlé de la clinique, de la menthe Pouliot. Clara, je ne savais pas. Devant Dieu, je ne savais pas qu'elle vous empoisonnait. Elle m'a dit que vous étiez stérile. Elle m'a dit que vous étiez folle. Elle a manipulé mon orgueil, et j'étais trop aveugle, trop arrogant pour voir la vérité. Je pensais que vous me détestiez. Je pensais que vous vouliez partir. Clara regarda la lettre, la poitrine soulevée. La terreur dans ses yeux était lentement remplacée par une confusion fragile et angoissante. « Vous ne l'avez pas envoyé me donner les toniques ?» demanda-t-elle, d'une voix à peine audible. « Vous ne vouliez pas que l'enfant disparaisse ? Je brûlerai le monde entier avant de laisser quiconque toucher à un seul de vos cheveux, et encore moins à notre enfant, » jura Nathaniel, pleurant ouvertement maintenant. Sa tête s'inclina devant elle, en signe de reddition totale. « J'ai banni Isabella de Londres. Si jamais elle revient, elle sera pendue. Clara, je suis tellement désolé. Je vous ai abandonné. Je vous ai abandonné en tant que mari et en tant qu'homme. » Clara regarda le duc puissant et fière pleurer à ses pieds. Lentement, sa main tremblante quitta la prise protectrice sur le châle de laine et se tendit, ses doigts effleurant légèrement les cheveux mouillés et froids qui tombaient sur son front. Sous le châle, le bébé s'agita, poussant un petit cri plaintif. Nathaniel leva la tête, ses yeux fixés sur le paquet dans ses bras.
Puis-je, murmura-t-il, terrifié qu'elle dise non. Puis-je voir mon fils? Lentement, avec des mains qui tremblaient encore sous le choc de son arrivée, Clara écarta les plis épais du châle de laine. La lumière du feu dansa sur le paquet, illuminant un visage minuscule et parfait. Alexander était petit, portant la fragilité indéniable d'un enfant né trop tôt dans un monde hostile, mais sa respiration était régulière. Alors que l'air frais touchait ses joues, le nourrisson cligna des yeux, révélant de grands yeux solennels qui étaient de la nuance exacte et frappante du gris des Harrington. Nathaniel laissa échapper un sanglot brisé. Lui, un homme qui commandait de vastes domaines, qui pliait les politiciens à sa volonté et qui naviguait dans le monde impitoyable de l'Empire britannique sans ciller. Pourtant, en regardant la vie minuscule et fragile qu'il avait failli rayer de l'existence par la loi, il était entièrement anéanti. « Il a vos yeux », murmura Clara, la voix épaisse de larmes non versées. Le mur rigide de terreur qui l'avait emprisonné pendant des mois commençait à se fissurer, entièrement désarmé par le remords profond et dévastateur qui émanait de son mari. « Puis-je » demanda à nouveau Nathaniel, ses mains planant respectueusement au-dessus de l'enfant. Clara hocha lentement la tête. Avec un soin extrême, elle souleva Alexander et le transféra dans les bras de son père. Nathaniel berça le garçon contre sa poitrine, pressant son visage dans la laine douce de la couverture. Il respira l'odeur du lait et de la peau chaude, un serment sacré se formant au plus profond de son âme. « Je te le jure, Alexander », murmura Nathaniel dans la pièce silencieuse, sa voix vibrant d'une résolution féroce et inébranlable. « Je jure sur ma vie, mon titre et mon honneur qu'aucun mal ne vous touchera jamais, ni vous, ni votre mère. Je passerai mon dernier souffle à réparer mon aveuglement. » Il leva les yeux vers Clara qui pleurait doucement dans ses mains. Nathaniel déplaça le bébé dans un bras et tendit l'autre, tirant doucement les mains de Clara de son visage. « Vous n'êtes pas obligé de retourner à Londres, » lui dit-il doucement, son pouce essuyant une larme sur sa joue creusée. « Vous n'avez pas à voir la haute société, les politiciens ou les courtisans. Si vous souhaitez rester dans le Yorkshire, je resterai dans le Yorkshire. J'écrirai à Lord Liverpool ce soir et démissionnerai de mon siège à la Chambre des Lords. Le titre ne signifie rien si je n'ai pas ma famille. » Clara le regarda, stupéfaite par l'ampleur de la concession. Que le duc de Rothesay abandonne son empire politique était pratiquement impensable. « Nathaniel, vous abandonneriez tout? Vous êtes mon tout, Clara, » dit-il, sa voix dépouillée de toute son ancienne arrogance aristocratique. « Vous et Alexander. » J'ai failli perdre mon âme parce que j'étais trop fier pour voir les vipères dans mon propre salon. Je ne referai pas cette erreur. Fidèle à sa parole, Nathaniel ne força pas Clara à remonter dans la voiture. Au lieu de cela, il envoya un cavalier vers le sud, à Londres, avec une rafale d'ordres dictatoriaux. Il ordonna l'envoi immédiat dans le Yorkshire de fournitures médicales, des meilleures nourrices et d'un bataillon de personnel de confiance et soigneusement sélectionné. L'hiver de 1816 s'abattit sur l'Angleterre avec une brutalité sans précédent. L'histoire s'en souviendrait comme de l'année sans été, une période de gel et de pluie glaciale sans fin, provoquée par les cendres atmosphériques d'une lointaine éruption volcanique. Les landes du Yorkshire furent ensevelies sous des congères de neige impénétrables, coupant Oakhaven du reste du monde. Mais à l'intérieur des murs de pierre de la maison douairière, un profond dégel avait lieu. Isolés des chuchotements empoisonnés de la société londonienne, Nathaniel et Clara furent forcés de se voir vraiment pour la première fois. Nathaniel passait ses journées à lire près du feu, entièrement dévoué à soigner Clara pour qu'elle retrouve la santé. Il surveillait personnellement chaque bouchée de nourriture qu'elle mangeait, terrifiant le personnel de cuisine avec ses exigences de perfection sans compromis. La nuit, il arpentait le plancher avec un Alexander agité, permettant à Clara le repos dont elle avait si désespérément besoin. Pas à pas, action par action, il reconstruisit la confiance qu'il avait si négligemment laissé Isabella détruire. Les nouvelles du monde extérieur arrivaient rarement par coursier privé. Peu avant Noël, une lourde dépêche arriva de M. Josiah Crawford. Nathaniel lut la lettre près de l'âtre, une sombre satisfaction s'installant sur ses traits. Il tendit le parchemin à Clara. Isabella Fermont ne s'était pas échappée. Interceptée par les agents de Bow Street, engagés par Nathaniel alors qu'elle tentait de monter à bord d'un navire de contrebandiers pour Calais,
elle fut ramenée en disgrâce au domaine de sa famille. Face aux preuves accablantes du docteur Bailey et à la colère terrifiante du duc de Rothesay, le comte de Fairmont avait agi rapidement pour protéger sa propre peau politique. Pour éviter la potence et un scandale public qui ruinerait leur lignée, Isabella avait été légalement dépouillée de sa dot et bannie dans un couvent isolé et austère dans les Alpes suisses, avec l'interdiction de remettre les pieds sur le sol anglais. L'empoisonneuse avait été mise en cage pour de bon. Lorsque les neiges tenaces du Yorkshire commencèrent enfin à fondre fin avril, les joues de Clara étaient roses de santé, et Alexander était un bébé robuste et rieur. L'ombre de la mort et du divorce, qui les avait presque consumés, avait disparu, remplacé par un lien forgé dans les feux les plus ardents de l'adversité. Ils ne retournèrent pas à la maison de Grosvenor Square. Au lieu de cela, le duc et la duchesse de Rothesay se rendirent au grand domaine ancestral de Rothesay Hall, au cœur de la campagne. Quand ils ouvrirent enfin leurs portes à la société des années plus tard, ce fut selon leurs propres termes, debout, unis, une force redoutable qu'aucun murmure ou complot ne pourrait jamais espérer briser. Quel incroyable voyage de trahison, de survie et de rédemption féroce. L'histoire de Nathaniel et Clara prouve que les plus sombres tromperies peuvent être brisées par la lumière indéniable de la vérité et que le lien d'une famille peut résister au sabotage le plus venimeux. Nous espérons que vous avez été totalement captivés par ce drame palpitant de la Régence, plein de poison, de pouvoir et de pardon passionné. Si cette histoire vous a plu, appuyez sur le bouton j'aime, partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire et abonnez-vous pour ne rien manquer.